Et avec Antoine ce matin, ta chaîne YouTube s'appelle Antoine versus Science. Tu es youtubeur spécialisé dans la vulgarisation scientifique. Alors tu es avec nous ce matin pour parler de ta nouvelle série documentaire qui s'appelle Zoonoses aux origines des pandémies. Alors les zoonoses, ce sont ces maladies que les animaux transmettent aux humains. D'ailleurs, la Covid en serait une. Alors on va parler au conditionnel parce qu'on n'en est pas encore tout à fait sûr. Mais dans ce documentaire, tu expliques que la prochaine pandémie pourrait venir du Brésil. Petit extrait. Il y a 3 mois, je lisais Reuters et je tombais sur un article qui, en gros, disait « La prochaine pandémie viendra du Brésil ». On ne sait toujours pas comment est apparu le Covid-19. Alors, comment peuvent-ils être si sûrs d'où viendront les prochaines pandémies? En fait, ce qui m'a choqué en faisant mes recherches, c'est que ces zoonoses, ça arrive souvent. Sur toutes les maladies humaines, il y en a 60% qui nous viennent des animaux, et sur les nouvelles émergences d'infections, la stat monte à 75%. Vous trouvez pas ça dingue? Rien que pour ce virus de Marburg. Depuis 2020, il y a eu au moins 8 événements zoonotiques, donc il a été transmis aux humains à au moins 8 occasions indépendantes. Et plusieurs fois, ça a été le départ de mini-épidémies. Alors ce documentaire, tu as pu le montrer en avant-première au cinéma, une partie de ton public, c'était le mardi 26 février dernier. Pourquoi toi, tu t'es vraiment intéressé à ce projet ? Écoute, le sujet des zoonoses, moi, c'est pas mon sujet de spécialité de scientifique, mais quand j'ai découvert ce truc-là, qu'on était vraiment capable d'accumuler des informations qui nous donnaient des indices sur d'où viendront les prochaines pandémies, je me suis dit, mais attends, mais c'est un truc de ravager, quoi, parce que quand on entend le Covid, on se dit, ok, c'est un peu comme si c'était un hasard, tu vois. Ouais. Hop, le Covid est apparu, bon, pas de peau, merde, comment on fait Voilà, mais en fait, il y a des dynamiques derrière ces épidémies, et si on comprend les dynamiques, on peut aussi espérer essayer s'en protéger à l'avenir. Alors un des problèmes, c'est que l'homme envahit en fait de plus en plus des espaces sauvages, c'est ce qu'on comprend en tout cas dans ce premier épisode. Tu parles notamment des bûcherons qui coupent la forêt pour ouvrir des champs, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors ça, c'était un peu un exemple pour expliquer comment ça pourrait fonctionner, et en fait, même le Brésil, c'est un exemple. Il y a plusieurs zones qu'on considère comme des zones de risque. Je dis le Brésil est là où apparaîtra la prochaine pandémie, c'est un peu putaclic, mais en vrai, les zones de risque, c'est principalement toute la région amazonienne, au-delà de seulement le Brésil, toute l'Afrique subsaharienne et puis l'Asie du Sud-Est. Et puis, il y a ces facteurs environnementaux, à quel point on va aller déséquilibrer les écosystèmes. Et puis, il y a aussi des facteurs de température, densité de population, voilà, c'est ça, parce que c'est des espèces sauvages aussi qui fuient des points chauds de la planète et qui se retrouvent à des endroits et à côtoyer d'autres espèces, en fait, qu'elles ne devraient pas, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, tu es parti au cœur de l'Amazonie et en regardant ce premier épisode, je me suis dit, mais est-ce que toi aussi, t'as pas pris un risque de propager un virus ? Et c'est une question qui est hyper intéressante et tu auras ta réponse dans le deuxième épisode. Non. Magnifique teasing. Mais pour aller un peu plus loin là-dedans, en fait, moi au début, quand je suis parti, je me suis dit, mais merde, le scientifique avec qui je suis, il avait même pas de gants, il chopait des chauves-souris comme ça en m'expliquant, tu vois, ils ont peut-être des virus super dangereux. Ah bah top en fait. Super. Mais en fait, ce que j'ai compris en allant plus loin dans cette démarche, c'est que le risque, c'est pas seulement le hasard d'un humain qui se retrouve face à une chauve-souris parce qu'il est allé au milieu de l'Amazonie. En fait, le risque, c'est plutôt que en allant déstabiliser l'écosystème, on va créer des nouvelles dynamiques où ces rencontres, elles sont amenées à avoir lieu à répétition, tu vois. Et en fait, une rencontre, c'est pas si grave que ça. Le problème, par exemple, c'est si on va aller mettre du bétail dans l'Amazonie, ça va changer toutes les dynamiques de l'écosystème parce qu'on va apporter de la nourriture pour les chauves-souris, tu vois, et on va déséquilibrer l'écosystème. Et le problème, c'est pas juste ah merde, je suis rentré dans l'écosystème des chauves-souris. Le problème, c'est je suis rentré et j'ai baisé l'écosystème des chauves-souris, tu vois, c'est ça le truc. Dans le premier épisode, on doit explorer une grotte où il y a une multitude de chauves-souris, tu vois, il y a aussi plein de cafards qui se nourrissent des excréments des chauves-souris. Alors tu dis on dirait des diamants dans le documentaire. C'est drôle, mais ça t'a pas fait flipper de rentrer dans cette grotte, de dire... mais si, c'est terrifiant, hein. Le scientifique était trop content, pip pam poum. Moi j'étais mais c'est quoi ce bordel? Et je me suis fait chier dessus par une chauve-souris. Bon. Et tu peux nous parler des diptères? Des diptères, c'est quoi un diptère ou des diptères? Je sais le pas diptère, c'est tout le sous-ordre qui regroupe les un peu ce qui est comme les mouches, quoi, avec des ailes. Ouais. Et en fait, dans cette grotte, on a trouvé des chauves-souris qui portaient des petites mouches qu'ils parasitaient, un peu comme nous, on a des moustiques qui viennent se nourrir de notre sang la nuit quand il fait chaud. Il y a des mouches qui se reproduisent dans le... En gros, elles vivent dans la chauve-souris, sur le poil de la chauve-souris. Et il y a une chose assez intéressante, est-ce que c'est éthique d'intervenir sur une espèce animale? Parce qu'on voit dans ton doc que tu es avec une femme qui va retirer du coup ces mouches qui ont établi leur maison dans les poils de chauve-souris. Est-ce que c'est éthique selon toi? C'est une vraie question, parce qu'elle est scientifique. Ouais. Donc en fait, son job, c'est d'étudier l'écosystème. En même temps, au fond d'elle, elle a sa personnalité, elle a envie de protéger ses chauves-souris. C'est pour ça qu'elle fait ce job-là. Si tu veux protéger les chauves-souris, t'as intérêt à enlever
ces diptères. Mais d'un côté, est-ce que c'est le rôle du scientifique ? Est-ce qu'il va pas aussi venir à son tour, lui, jouer sur l'écosystème ? C'est une question qui se pose et la réponse, elle n'est pas évidente, franchement. Alors, tu as rencontré beaucoup de scientifiques, c'est ce que tu dis donc sur le terrain. Quelle est la rencontre qui t'a le plus fasciné ? Pourquoi ? Alors, j'ai rencontré une femme qui s'appelle Ludmila et ça m'a... c'est trop bizarre. Mais il se passe pas une journée sans que je pense à Ludmila depuis que je suis allé là-bas. Parce que c'est une scientifique vraiment exceptionnelle. C'est la femme la plus connue de toute l'Amérique latine pour les chauves-souris. Et ça m'a impressionné ce truc-là. Et puis je la rencontre. Et tu sais, on est en train de voyager pour tout filmer. On a le matos, on est à la bourre, on n'a pas eu le temps de prendre nos petits déjeuners. Et là, elle me dit... Mais ça va, vous avez le temps. Alors qu'on a 1 heure de retard. Vous avez le temps de prendre nos petits déj ? Bon, allez, on va s'arrêter, on va prendre. Et tu sais, et je trouve ça dingue d'avoir cette capacité à être à la fois une méga boss dans ton sujet et en même temps, quand t'as deux bolos qui arrivent pour faire un documentaire, de prendre le temps pour eux, d'être attentionné. Et ça, c'est ce que tu disais, parce qu'ils étaient même très étonnés que tu t'intéresses à ce sujet. Ouais, c'est un peu. C'est un peu chelou comme sujet et c'est vrai que le réchauffement climatique et l'effondrement de la biodiversité, ça a tendance à prendre toute l'attention en écologie et c'est pour une bonne raison, c'est que c'est quand même un sacré gros problème. Mais l'écologie, c'est pas que ça. Et en fait, je pense que c'est intéressant d'inscrire cette question des zoonoses, des maladies qui nous viennent des animaux, comme une question écologique. Parce que si on le voit pas comme une question écologique, on passe vraiment à côté de la question, quoi. Mais là, on voit que tout vient des chauves-souris en vrai. Pourquoi on les éradique pas ? Alors lui, il est radical. Non, alors, je prends l'exemple des chauves-souris parce utiles quand même un petit peu. Ouais, déjà, elles qu'elles sont utiles. Mais elles servent à quoi, alors ? Elles servent, c'est des animaux. Elles servent. Mais en vrai, on voit que du mal sur les chauves-souris. Bon, alors attends, deux réponses à ta question. La première, c'est qui on est pour dire aux chauves-souris qu'elles n'ont pas le droit d'exister. Elles portent des maladies, mais nous aussi, on porte des maladies. Et d'ailleurs, en début de semaine dernière, il y a un article qui est sorti de mon professeur à l'université qui montre que les animaux nous transmettent des maladies, ça s'appelle les zoonoses, et les humains transmettent aussi des virus aux animaux, c'est ce qu'on appelle des zoonoses inverses. Et il semblerait que on transmet à peu près autant de maladies que ce que l'ensemble des animaux nous transmettent. Je te le dis, hein, on s'éradique pas nous-mêmes. Non, mais ils font des réunions, les animaux, ils en parlent. Ils se disent, est-ce qu'on n'éradiquerait pas les humains ? Non, mais plus sérieusement, de quel droit on pourrait se permettre ça ? Et puis la deuxième question, c'est est-ce qu'elles représentent vraiment un danger pour nous ? J'ai pris l'exemple des chauves-souris parce que c'est un exemple qui a été beaucoup étudié dans la littérature. Donc si tu veux parler des pathogènes, tu t'intéresses aux chauves-souris, il y a des tonnes de papers, c'est génial, c'est hyper intéressant. Mais en fait, la réalité, c'est que quand tu rapportes le nombre de virus qu'elles portent par rapport au nombre d'espèces de chauves-souris, il y a 1400 espèces de chauves-souris dans le monde, 184 au Brésil, donc c'est énorme. Hein. C'est plus que 20% des mammifères. De tous les mammifères, t'en as 20% qui ont des ailes et c'est toutes des chauves-souris. Et c'est le seul mammifère volant. Ouais, c'est ça. Et si tu rapportes ça au nombre d'espèces, en fait... proportionnellement, ça transmet pas plus de virus que les primates ou les rongeurs, par exemple. Mais en fait, elles ont un super pouvoir, les chauves-souris. Elles ont un système immunitaire complètement cheaté. C'est le thème de ton épisode 2 qui sort demain. Je le dis parce que j'ai envie de savoir la suite. Tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur leur super pouvoir et leur système immunitaire cheaté ou pas ? Exactement. Alors, en fait, on peut considérer que les chauves-souris, c'est un peu des éponges à virus. Elles portent plein de virus tout le temps. Elles sont tout le temps infectées, mais sans jamais vraiment tomber malades. Et elles ont un système immunitaire qui est très chill en fait, parce que pour des raisons évolutives, je peux t'expliquer un peu plus après, mais en gros, les systèmes immunitaires, en mode, bon, un virus, ok, il reste tranquille, ce qui fait qu'il peut porter une forte charge virale sans avoir toute l'inflammation, toute la réaction de son corps, parce que finalement, quand on est malade, une grosse partie des symptômes, c'est l'inflammation immunitaire de notre corps. Donc elle porte à chaque instant beaucoup de virus, et ça donne l'opportunité à ces virus de se rencontrer à l'intérieur du corps de la chauve-souris. Et à cause de ça, ça va créer des nouveaux hybrides, ils vont se mélanger pour former des nouveaux virus, et c'est pour ça qu'on pense qu'elles peuvent faire émerger des nouvelles pandémies. Et elles seraient tout à fait inoffensives pour les hommes si on venait pas les déranger. C'est ça surtout qu'il faut comprendre. Chacun chez soi en fait. Voilà, exactement. Et ce que tu disais aussi, enfin qu'on découvre dans le documentaire, c'est que les scientifiques ont eu beaucoup de mal à travailler pendant le mandat de Bolsonaro. Là, on voit par exemple que la déforestation a été réduite de moitié en 2023 depuis que Lula est revenu au pouvoir. Est-ce que ce genre de bonnes nouvelles pourrait ralentir le développement des zoonoses ? C'est une grosse question que tu me poses là. Et je ne sais pas te répondre comme ça. Ce qu'on voit aujourd'hui, la tendance, c'est la tendance du One Health. C'est l'idée que toute la santé végétale, animale et humaine, tout est connecté. Et en fait, j'en parle pas du tout dans le docu de ce mot de One Health, mais en fait, c'est la solution de santé publique qui est apportée par rapport à ces problématiques-là. Il semble que la santé, on est en train de
se rendre compte que c'est un peu bête de juste penser notre santé à nous, avec nos médicaments, nos vaccins, et que si on s'intéresse pas à comment vont les chauves-souris, alors ça, on risque de à se la faire base refiler du problème. Ouais, c'est ça, on risque de se faire refiler des virus en boucle finalement. Alors sur X, on voit que sur ta bio, tu avais écrit « Je veux devenir le Jamy de la Gen Z ». Alors tu parles évidemment de Jamy Gourmaud, l'animateur star de l'émission C'est pas sorcier. À quel point il t'a inspiré ? Bah écoute, c'est vraiment un mentor, il le sait pas, hein, mais... mais moi en secret dans ma chambre. Non, c'est vraiment un mentor. Si, il le sait, crois-moi. Quand on était petit, on se mangeait ça, c'est pas ça, sorcier à 17h, c'était sur France 3, non? Ouais, France 3, c'était France 3. Non mais c'était une époque de dingue et je pense que aujourd'hui, quand je regarde les ingénieurs autour de moi qui sont tous à fond dans le truc, bah à 10 ans, ils étaient devant C'est pas sorcier à 17h quoi. Et je pense qu'il a eu la capacité de parler de science à des gens qui, s'il n'avait pas été là, n'auraient pas entendu parler de science, tu vois. Il n'est pas en compétition avec d'autres médias, c'est ce que je respecte trop chez lui, un peu comme chez Hugo Décrypte. C'est ce truc où il va chercher des gens, et s'il n'était pas allé les chercher, personne ne serait allé les chercher, ils n'auraient juste pas entendu parler de ça. Alors toi, tu fais partie de la nouvelle génération. Comment on fait pour intéresser les jeunes à la science? Parce que c'est pas simple. Ah ouais, c'est dur, hein. Je crois qu'il faut raconter des histoires et emmener les gens à l'aventure. Moi, la méthode que j'ai choisie, c'est d'être sur le terrain, faire des vlogs de voyage, d'aventure et essayer de rassembler les gens sur ce truc-là avec des images cool, des aventures, des galères et tout. Et puis t'as ton ton à toi, tu vois, la manière de raconter. C'est vrai que tu nous emportes avec toi. Bah c'est l'objectif, j'essaye. Et alors, tu as pu avoir des... Alors, j'avais regardé aussi, tu sais, tu avais fait cette expérience donc il y a quelques mois, c'était l'été dernier. Tu étais parti, tu voulais passer une semaine dans un arbre. Voilà. Non, mais parce que vraiment, c'était un vrai projet. C'était pour sensibiliser à leur rôle primordial dans les villes en période de canicule. Donc, tu étais parti au tout début en plein cœur de Paris, dans le 5e arrondissement, et ça s'était pas passé comme prévu. Raconte-nous un peu. Ouais, mais j'avais découvert toute cette littérature scientifique qui montrait l'importance des arbres en ville. Je me suis dit, mais attends, c'est fou, moi j'ai trop peur pour ma grand-mère. Je sais pas si vous vous rappelez, pas l'été dernier, mais l'été d'avant, c'était vraiment hardcore, les canicules. Cet été, finalement, ça allait. Mais... C'était chaud. À Paris, mais il y en a eu plusieurs dans le sud de la France. C'était plus chaud, mais à Paris, pour ma grand-mère, ça allait un peu mieux. Et je me suis dit, très égoïstement, moi je pensais à ma grand-mère et j'ai découvert ça. Mais en fait, on peut perdre 2-3 degrés sur les canicules l'été, les raccourcir de 1 à 2 journées, juste si on plante 2 fois plus d'arbres à Paris. Je me dis mais attends, c'est dingue, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont pas là les arbres? Genre, c'est tellement évident. C'est pas non plus horriblement compliqué de planter des arbres, tu vois. Et du coup, je me suis mis ça en tête. J'ai grimpé dans mon arbre. J'étais persuadé d'avoir une super idée. J'ai découvert qu'en fait, il y avait plein de gens qui l'avaient fait avant moi d'aller grimper dans les arbres comme une forme de manifestation. Mais personne sur YouTube, hein, je te le dis. Ah bah si, il y avait Thomas Braille. T'as entendu parler de Thomas Braille? Oui, mais c'était quelques mois après. Quelques mois après, mais en fait, il l'avait déjà fait 3 ans avant devant le ministère de l'écologie. Alors j'étais merde, mon idée a déjà été prise. Bon, je me suis pas découragé. Alors je suis allé le voir, Thomas Braille. Alors on le rappelle, c'est un militant. Enfin, c'est lui qu'on en a beaucoup entendu parler parce qu'il a protesté contre le chantier de l'autoroute A69 en France. Ouais. C'est ça. Je me rappelle l'appeler au téléphone, lui dire alors voilà, je veux grimper dans un arbre et tout. Il fait mais c'est ton métier, tu sais grimper? Je lui dis non, mais je vais regarder sur YouTube. Il fait non, mais tu vas crever en fait. Vraiment. Et du coup, je me suis buté tout l'été à m'entraîner tac avec les cordes. Je fais pas mal d'escalade. J'avais genre cherché le bon matos et tout. Et puis pour vérifier que j'étais au niveau, je suis allé le voir dans le Tarn chez lui. Il m'a dit bon, ça va, t'as l'air de t'en sortir. Et puis j'étais allé devant, mais j'étais loin d'avoir le. Coaché par Thomas Braille. Ouais, j'étais loin d'avoir le même courage que lui. Et quand la police est arrivée en bas de mon arbre, t'as pas fait le malin. J'ai moins fait le malin. Et quand les pompiers ont sorti leur grande échelle. Ouais, mais t'étais dans le 5e. Après, t'es parti à Boulogne. Ouais, c'est vrai. Il a pas lâché l'affaire. Les policiers m'ont dit mais pourquoi tu fais ça ici? T'as pas le droit dans un parc à Paris. J'ai dit bah j'ai le droit où? Il me dit bah va dans le bois de Boulogne. J'ai dit bah très bien. Allez, pas de soucis. Par contre, en parlant de YouTube, faut que tu nous expliques parce que t'avais une chaîne YouTube à 55 000 abonnés que t'as décidé et t'as décidé d'en créer une autre sur laquelle t'as mis ton documentaire qui devient ta chaîne principale. En tout cas, c'est ce qui est écrit en description de chaîne. Là, t'es à 970 abonnés. Pourquoi t'es reparti de zéro? Pourquoi t'as pas juste rebrandé ta chaîne de 55 000 abonnés? J'en sais rien. T'aurais pu l'appeler Antoine et la vie. Genre. Non, mais écoute, ça fait trop peur. Hein. C'est terrifiant. Mais ouais, tu m'étonnes. Tu repars de 0-0, c'est-à-dire que l'algorithme, il va peut-être pas te pousser et tout. C'est extrêmement dur quand même. Ouais, non, ça fait flipper. Moi, je me retrouve dos au mur alors que j'avais mon petit truc qui fonctionnait bien. Ta petite commute et machin, ouais. Et puis, il y a une équipe, tu vois, il y a des salaires à payer, donc ça fait flipper, quoi. Pourquoi tu repars de zéro, du coup? Et en fait, le truc, c'est que
c'est que moi sur YouTube, je me suis un peu fait connaître comme le physicien, tu vois, en abordant des thèmes assez complexes en fait de physique, c'est ma spécialité scientifique. Et ces vidéos-là, elles cartonnaient en fait sur cette ancienne chaîne. Et moi, mes envies, elles commençaient à diverger. Du coup, j'ai essayé d'apporter des choses nouvelles, tu vois, sur l'arbre et tout. Et par exemple, quand j'ai grimpé dans mon arbre, bah moi j'ai trop kiffé, mais mes abonnés étaient un peu en mode ah, on attendait du contenu de physique et voilà. Et vu que je me suis rendu compte que pour moi c'était vraiment important, comme Jamy, pas de parler à des gens qui s'intéressent aux sciences et juste de rendre plus simple des trucs très compliqués, mais rester parler à des initiés. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est d'aller parler à des gens qui vraiment n'en auraient pas entendu parler, tu vois. Et c'est pour ça que je grimpe dans un arbre. Les gens ils se disent oh, what the fuck, le mec il est dans un arbre, c'est chelou. Et après, je leur parle un peu de littérature scientifique et c'est ça mon objectif. Si on reste sur Jamy, ça reste une figure emblématique de la vulgarisation scientifique. Je sais pas si t'as vu ces derniers temps, il y a pas mal d'internautes qui lui reprochent de faire pas mal de contenu sponsorisé et du coup ils sont un peu perdus parce que lui qui était une figure qui peut-être parlait énormément, parfois ils se disent ah peut-être qu'il change son discours parce qu'il y a telle ou telle marque qui sponsorise ma vidéo. Toi là j'ai regardé le premier épisode de ton documentaire. Il n'est pas sponsorisé, il est super bien produit. Bien produit, tout ça, ça coûte cher. C'est quoi, toi, ton rapport au partenariat sur YouTube, etc. Alors moi, j'ai une entreprise qui s'appelle Versus, et c'est une boîte de production qui produit du contenu de vulgarisation scientifique. Et en fait, le truc, c'est que moi, j'ai pas vraiment assez d'abonnés pour pouvoir vivre avec mon équipe uniquement de YouTube. Et du coup, j'ai eu un business model qui est un peu différent, qui était qu'on allait produire des vidéos pour d'autres marques, pour aller leur créer du contenu de vulgarisation scientifique pour leur réseau. On allait faire la vidéo, la présenter, les écrire, etc. Parce qu'on sait qu'on sait faire ça. D'accord. Mais l'avantage, c'est que du coup, c'était déconnecté de mon nombre d'abonnés, de mon nombre de vues. Mais le problème, et c'est un peu ce qui s'est passé dans ma tête là cet hiver, c'est de dire attends, c'est trop bien, mais moi ce que je veux, c'est devenir youtubeur, tu vois. C'est pas aller faire des vidéos pour les marques. Ça, tu le dis aussi. Hein. Ouais, non, c'est clair. Et du coup, on est en train de changer le truc et puis essayer de vraiment basculer à fond sur YouTube. D'où cette nouvelle chaîne, de faire le pari. Ok, maintenant on se met à fond sur YouTube. Financièrement, ça va être galère, ça fait flipper. Mais en fait, le truc, c'est que si tu arrives à monter une chaîne qui tourne bien et qui s'autofinance, mais c'est le rêve en fait. Parce qu'après, tu peux traiter les sujets que tu veux. Parce que bon courage pour aller faire financer un docu sur les chauves-souris et tout le monde s'en fout. Antoine, ta chaîne s'appelle donc Antoine versus Science. On le rappelle, le premier épisode de ta série documentaire Zoonoses aux origines des pandémies est dispo. Et Fawzi, qu'on va retrouver pour Move Info dans quelques minutes, voulait te poser la dernière question. Oui, tu le disais, Antoine, il va y avoir d'autres pandémies. Est-ce que tu penses que la science peut nous en prémunir? Tu vois, je pense notamment à la fondation Bill et Melinda Gates qui investit des centaines de millions de dollars dans la recherche. Est-ce que la science peut nous prémunir des futures pandémies? Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il y a déjà un risque qui existe et qu'on ne peut pas tout contrôler. Je pense qu'il y a deux aspects à ça. C'est cet aspect One Health, la prévention, et essayer d'étudier notre rapport à l'écosystème pour respecter les écosystèmes et éviter qu'il y ait des sauts qui soient faits de virus des animaux vers les humains. Ça, c'est une chose, ça va être compliqué parce que c'est vraiment des habitudes longues à changer. Et puis la deuxième chose, c'est après la gestion des épidémies. Et on voit quand même avec le Covid que la science nous a globalement sauvés du Covid. J'ai plus les chiffres, mais c'est des millions de personnes qui ont été sauvées grâce au vaccin. Et je pense que c'est assez incroyable ce qui s'est passé. Avec le Covid, on a vu apparaître les vaccins à ARN messager qui sont quand même assez différents des vaccins classiques qu'on connaissait. Et ça a ouvert une porte mais monumentale. C'est-à-dire qu'avec le Covid, on a dû aller à fond la caisse avec ces vaccins-là. Mais si vous regardez les sites internet de ceux qui ont produit ces vaccins ARN messagers, il y a les pipelines, il y a écrit les autres vaccins sur lesquels ils sont en train de travailler. Mais ce qui s'annonce, ça va être des dingueries. T'as genre vaccin contre le cancer du sein, vaccin contre nana, vaccin contre le sida. Ça a permis une avancée scientifique assez folle, ça. Merci Antoine d'être passé nous voir. Le deuxième épisode arrive demain? Ouais, c'est ça. Et le prochain, la semaine dernière. Ouais, faut que je finisse le montage. Ouais, c'est ça. Mais alors, la miniature. Et on pourra voir ça sur tes chaînes Antoine versus Science. Merci à tous. Il est 8h58. Dans quelques minutes, on retrouve Fawzi pour Move Info et toute l'équipe de réseau. Bonne journée, à demain. Bisous.